Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps, 2 ans je crois, qu'on n'a plus fait de vidéo sur les principales cérémonies de récompenses cinématographiques qu'on peut retrouver dans l'année. Alors quand je dis les plus importantes, je parle bien sûr pour moi. Alors on a bien évidemment les Oscars qui arriveront en troisième position, on va dire. On a les Césars, car j'aime bien mettre en avant le cinéma français quand même et ne pas toujours parler des mêmes films toute l'année, c'est-à-dire les films américains ou britanniques. On a donc ces deux-là, plus les BAFTA qui sont l'équivalent, on va dire, des Oscars pour le Royaume-Uni. Voilà, qui met surtout en avant des films britanniques, mais aussi, c'est vrai, des films américains. C'est vrai que la liste des nommés pour les BAFTA et la liste des nommés pour les Oscars sont souvent très similaires, mais c'est pas grave, on va quand même en parler des BAFTA et c'est la première cérémonie qui arrive. Elle arrive dimanche prochain il me semble, et puis ce sera au tour des Césars 2 semaines après je crois, et ensuite les Oscars 3 semaines il me semble après les Césars, donc on a le temps avant les Oscars, mais les BAFTA arrivent et écoutez, c'est la sélection de cette année est vachement intéressante. Je me suis retapé la plupart des films nommés, en tout cas ceux qui m'intéressaient, ceux qui étaient nommés un minimum de fois. D'abord je vous mets la liste des films nommés, voilà, des films nommés plusieurs fois, hein, parce que dans cette liste il n'y a pas les films qui sont nommés que dans une seule catégorie, c'est uniquement les films qui sont nommés dans minimum 2 catégories. Je vais vous donner mon avis sur les 26 films nommés, en tout cas ceux que j'ai vus. Je vais pas parler des films dont j'ai déjà parlé en vidéo. Bien sûr, je dirai simplement dans quelle catégorie le film en question est nommé, et je vous renverrai à ma vidéo où je parle du film plus en profondeur. Et pour les films dont j'ai pas parlé, j'en parlerai. Puis on parlera des catégories et de mon opinion, mes pronostics, etc. Bref, si vous avez vu les vidéos des années précédentes, vous savez comment la vidéo va se passer. Et du coup, c'est parti. On a 26 films quand même à passer en revue avant de passer en revue les différentes catégories. Tout d'abord, nous avons le film. Alors, bien sûr, je vais commencer par les films qui sont nommés dans une seule catégorie, puis deux, puis trois, etc. Donc, d'abord, on a Élémentaire de Peterson, qui est le dernier film Pixar, qui est nommé bien sûr dans la catégorie meilleur film d'animation, pardon. Voilà, un film Pixar qui se déroule dans un univers voilà, bien à lui, où les personnages appartiennent à différents éléments, donc le feu, la terre, l'eau et l'air, et on suit l'aventure d'une fille, oui, d'un personnage féminin en tout cas, qui fait partie de l'élément feu et qui va rencontrer un garçon qui lui fait partie de l'élément eau, donc les deux éléments les plus opposés. Et on va suivre voilà, leur relation, comment est-ce que leurs caractères opposés vont influer sur l'évolution de leur relation, etc. J'ai bien aimé l'animation, le style d'animation. C'est vrai que il est assez différent d'habitude chez Pixar. J'ai même pas eu l'impression de voir de la 3D. On dirait plus de la 2D qu'autre chose, et c'est la première fois chez Pixar, donc c'est assez cool. C'est pas vraiment de la 2D, hein, mais c'est quand même un style d'animation qui est très différent d'habitude, et que j'ai trouvé vachement original, vachement agréable à regarder. Les couleurs sont super belles, c'est beau à regarder esthétiquement en tout cas. Voilà, les personnages sont sympas, on peut facilement s'identifier à eux, ce qui est quand même, je pense, l'un des objectifs principaux du film, d'un film de ce genre. Par contre, j'ai pas trop aimé l'histoire en elle-même. Bien sûr, j'ai des notes, hein, énormément de notes, parce qu'il y a beaucoup de films, je peux pas tout retenir, c'est impossible, surtout si on parle des catégories, enfin bref, c'est un enfer. Donc voilà, j'ai pas trop aimé l'histoire, j'ai trouvé pas assez dynamique, pas assez divertissante, pas assez rythmée, ce qui est d'habitude le cas, hein, chez Pixar, qui sont quand même, Pixar c'est un studio qui fait des films destinés quand même à un public d'enfants, donc qui est censé faire des films un minimum divertissants, un minimum dynamique. Là je trouvais que c'était pas forcément le cas, et j'ai pas été ému, j'ai pas trouvé que l'émotion était efficace. On passe à un autre film qui lui aussi est nommé dans une seule catégorie, et dans la catégorie meilleur film d'animation. C'est le film Le Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki, le dernier film donc des studios
Ghibli, du studio Ghibli même peut-être. Donc voilà, ça se déroule, enfin on suit l'aventure de Mahito qui a 11 ans, qui vit à Tokyo, mais qui va perdre sa mère dans un incendie à Tokyo causé par des bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on est en 1940. Et voilà, donc oui, 1940, non pardon, 1944, pas du tout 1940. Donc voilà, donc il va du coup vivre à la campagne avec son père et sa belle-mère, et va être visité assez souvent par un héron cendré, qui est un animal assez fréquent là-bas au Japon. Et voilà, et il va se rendre compte que ce héron cendré peut potentiellement lui permettre de revoir sa mère. C'est une animation assez simple, hein, comme d'habitude chez Ghibli, mais je la trouve vraiment belle. Perso, je préfère largement les films en 2D au film en 3D. Voilà, de l'animation plus simple, plus traditionnelle, j'aime énormément ça, et l'animation japonaise, j'ai toujours trouvé ça magnifique. Bon, c'est du Miyazaki, hein, le mec il a fait des films absolument cultissimes, Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro, bref, les meilleurs films du studio Ghibli. Voilà, le film passe assez rapidement. Malgré qu'il dure un peu plus de 2 heures, ce qui pour un film d'animation est assez conséquent. Voilà, les messages, les thèmes sont assez inspirants, sont assez beaux. Ça va surtout suivre le deuil forcément de Mahito par rapport à sa maman qu'il vient de perdre. Comment est-ce qu'il va gérer ça dans sa tête, etc. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai un peu perçu. C'est peut-être pas du tout la bonne manière d'interpréter le film, mais bon, en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété. Et voilà, après j'ai pas trop aimé les personnages. Voilà, s'il y en avait un qui mourait, ça m'aurait fait ni chaud ni froid, mais je trouve ça quand même dommage dans un film comme ça. Et voilà, et je pensais que le film allait être un peu plus poétique, un peu plus léger, comme d'habitude chez Ghibli en fait, et c'est pas vraiment le cas. Ça part très vite dans le surnaturel, très vite dans la fantaisie un peu étrange, voire ridicule des fois, donc ça m'a un peu déçu à ce niveau là. Donc j'ai bien aimé le film, mais je m'attendais à peut-être un peu plus. Ensuite on a The Creator de Gareth Edwards qui est nommé dans la catégorie meilleurs effets visuels. Je vous en ai déjà parlé dans un point ciné. Pareil pour Wonka, nommé dans une seule catégorie, meilleur film britannique. Je vous en ai déjà parlé évidemment dans un point ciné. Même chose pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, meilleurs effets visuels. Donc Gardiens de la Galaxie volume 3 qui est réalisé par James Gunn. Donc voilà, meilleurs effets visuels, et c'est tout. Je vous en ai déjà parlé dans un point ciné également. On passe donc au film Bayard Rustin de George C. Wolfe, qui est nommé dans une seule catégorie, celle du meilleur acteur quand même, hein, pour Colman Domingo, qui joue donc le rôle de Bayard Rustin, qui était un militant des droits civiques homosexuels et noirs. Et voilà, et on suit la manière dont il a organisé la marche de 1963 sur Washington, qui est quand même assez connu. J'ai trouvé le film sympa, ça parle quand même de quelque chose qui malheureusement est toujours d'actualité, un sujet qui peut encore poser problème aujourd'hui, ce qui est quand même assez dingue. Voilà, en plus le film parle d'un militant des droits civiques dont on ne parle pas souvent. D'habitude on parle de Rosa Parks, de Martin Luther King, de Nelson Mandela, et Bayard Rustin, c'est vrai que je connaissais de nom, mais je savais pas grand chose sur ce qu'il avait fait, et là j'en ai appris un peu plus, donc c'est quand même assez cool. Voilà, en plus Colman Domingo est parfait dans le rôle, il imite très très bien Rustin, enfin du moins je suppose qu'il l'imite, puisqu'il joue pas du tout comme il joue d'habitude, et j'ai trouvé sa performance vraiment bonne. Ça en dit long ça en dit plus même, en plus du scénario, ça en dit plus sur la personne qui était Bayard Rustin, et c'est très cool. Voilà, c'est dynamique, c'est très bien rythmé, ça passe vite, c'est pas un film très long, hein, en plus. Voilà, après j'ai trouvé dommage le fait de parler c'est des choses qui pour moi sont finalement des détails. Voilà, c'est des trucs anecdotiques. On parle pas véritablement de comment la marche a été organisée, on parle pas non plus de la vie véritablement de Bayard Rustin, et c'est un peu dommage. C'est vraiment des trucs qui m'auraient véritablement intéressé, et bon, je dis pas que ce que raconte le film est pas intéressant, mais j'ai trouvé que c'était un peu anecdotique, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et pour ce qui est de la mise en scène, pour ce qui est de tout ce qui est technique, j'en ai marre de cette caméra. Pour ce qui est de tout ce qui est technique, c'est
très basique, très sobre, et j'ai trouvé ça dommage aussi. On continue avec le film Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona, nommé dans la catégorie meilleur film en langue étrangère, c'est-à-dire en l'occurrence l'espagnol. Voilà, donc c'est un film qui relate le tragique événement de la fameuse équipe de rugby uruguayenne qui a dû prendre un vol vers Santiago au Chili pour disputer un match de rugby, sauf que leur avion s'est écrasé en plein milieu des Andes, qui est une immense chaîne de montagnes en Amérique du Sud. En l'occurrence c'était en Argentine, je pense qu'ils se sont crashés, je pense que ça couvre une partie de l'Argentine et une partie du Chili. Et donc voilà, il ne restait après le crash que 29 survivants qui ont dû survivre encore plus avec différents moyens, souvent pas très orthodoxes, mais bon, pas le choix. C'est une histoire que je connaissais déjà par Squeezie. Déjà, je vais pas mentir, aussi par le premier film qui a été fait sur eux qui s'appelle Les Survivants. C'est pas le seul film d'ailleurs, il me semble qu'il y en a eu plusieurs parce que c'est quand même une histoire de dingue, parce que c'est une histoire qui est bien évidemment et totalement vraie. Juan Antonio Bayona, donc c'est le réalisateur notamment de The Impossible, mais aussi de Jurassic World 2, donc c'est quand même un réalisateur qui est habitué des films catastrophes. Ça lui va très très bien, la réalisation est très bonne. Il va mettre en évidence par exemple la grandiosité des montagnes, des Andes, etc. pour vraiment appuyer sur le côté très isolé des personnages. Et c'est quelque chose qui est vraiment cool. En plus c'est très très beau visuellement, c'est magnifique. T'as presque envie d'aller à la montagne alors que ce qu'ils vivent eux à la montagne c'est pas très sympathique. Ça offre même peut-être une sorte de contraste entre la beauté de la montagne et ce qu'elle peut au final représenter d'un point de vue dangerosité, en tout cas via l'histoire qui est racontée là. Voilà, la photographie j'ai trouvé très originale, c'est des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir et j'ai trouvé ça vraiment beau, vraiment agréable. Voilà, les acteurs sont vraiment bons aussi, je les connaissais pas parce que c'est des acteurs qui sont peut-être connus en Espagne mais en tout cas pas ici, c'est des acteurs espagnols, mais je pense voilà, que s'ils font pas les cons, ils pourraient largement faire une grande carrière en Espagne et peut-être même, pourquoi pas, au-delà des frontières espagnoles, pourquoi pas. Parce que bon, Juan Antonio Bayona, c'est un réalisateur espagnol, mais qui fait des films américains. Je vous ai donné des exemples au début. Et voilà, après, ça je m'y attendais, mais le principal défaut du film, c'est que, alors, le début est très rythmé, la fin est très rythmé, mais le milieu, je trouve qu'il y a un creux scénaristique qui aurait pu être évité, peut-être en raccourcissant le film, ou voilà, ou en changeant un peu le scénario. Mais là je trouve que ce qui est raconté au milieu, je dis pas que c'est pas intéressant, mais ça l'est peut-être moins, et c'est forcément moins rythmé, ça attise forcément moins d'intérêt. Donc je m'y attendais, mais ça reste un défaut du film. On passe à un film qui est nommé dans une seule catégorie, celle du meilleur son. C'est le film Ferrari du légendaire Michael Mann, dans lequel on suit le fameux Enzo Ferrari, qui est le fondateur de l'entreprise Ferrari, qui va connaître une légère crise en 1957, durant l'été 1957, et pour tenter d'y faire face à cette crise économique, il va tenter de participer à la Mille Miglia, donc avec l'écurie Ferrari, donc qui était je pense qu'elle n'existe plus, une course sur 1000 miles, donc comme son nom l'indique, en Italie, dans les rues de l'Italie. Et voilà, et pour y parvenir, il va notamment créer des voitures qui plus tard vont donner lieu au premier modèle de Formule 1. C'est vraiment beau visuellement, la photographie est vraiment agréable, la réalisation, j'ai pas été déçu forcément, c'est du Michael Mann, je m'attendais pas à avoir une œuvre de merde. C'est intéressant, surtout si tu t'intéresses de base au sport auto, ce qui est mon cas. Moi j'aime bien la Formule 1, et on apprend des choses sur la Formule 1, et pas vraiment sur la Formule 1, mais sur l'histoire des sports auto sur Ferrari, et c'est vachement cool. Par contre, bon, ça parle pas non plus de la vie véritablement de Ferrari, sa jeunesse, etc. Comment est-ce qu'il est arrivé à créer Ferrari, etc. Ça, c'est vrai que ça aurait été très intéressant, parce que quand tu lis le titre Ferrari, tu penses que ça va être ça, et en fait pas du tout. Donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu décevant, et on parle vraiment pas de ça dans le film, malgré que le film dure plus de 2 heures, donc on aurait vraiment eu le temps peut-être d'aborder ça, et ça n'a pas été fait. On parle vraiment de l'événement, de l'épisode sur lequel le film se concentre, et c'est comme ça, mais c'est un peu dommage.
Pour que les acteurs, j'ai été vraiment déçu. Déjà, le choix des acteurs est vraiment mauvais pour moi. Adam Driver n'est absolument pas le mec qui devait jouer Enzo Ferrari. Pour moi, il est trop jeune et sa performance est vraiment cliché, quoi. Il essaie un peu de jouer un baron de la drogue italien, alors qu'Enzo Ferrari, c'était pas du tout ça. Voilà, son accent italien, ça va pas du tout. Et les autres acteurs, actrices même, Penelope Cruz, Shailene Woodley, Patrick Dempsey, je les ai trouvés vraiment plats et sans aucun intérêt. On continue avec un film qui est nommé dans la catégorie meilleur scénario adapté pour Cord Jefferson, qui est donc le scénariste du film, mais également le réalisateur d'American Fiction, dans lequel on suit un auteur, un écrivain, qui s'appelle Thelonious Ellison, qui se fait appeler Monk, qui est joué par Jeffrey Wright, et voilà, et qui est un peu saoulé parce que ses œuvres ne marchent pas vraiment, puisque comme il est un auteur noir, on estime qu'il devrait sortir des récits, des romans noirs, un peu plus noirs, pas noirs dans le sens humour noir, dans le sens adéquat par rapport à la communauté afro-américaine aux États-Unis. Et lui, c'est pas du tout ce qu'il a envie de faire. Il n'a pas envie qu'on le catégorise comme un auteur noir, mais comme un auteur, tout simplement. Et donc voilà, il sort pas du tout des livres comme ça, mais ça ne marche pas. Et donc il va décider de, sous anonymat, sortir un livre noir, mais vraiment d'un point de vue vraiment parodique, vraiment exagéré, pour voir si ça marche. Et donc voilà, c'est super intéressant. C'est une adaptation d'un livre qui s'appelle Effacement, qui a été écrit par Percival Everett. Et voilà, ça parle quand même d'un sujet qui est super intéressant, qui n'est pas souvent abordé au cinéma, surtout là on parle vraiment des littéraires, hein, des écrivains, ceux qui écrivent des livres. On parle pas du cinéma, mais c'est vrai que ça pourrait parfaitement s'adapter aussi. Le thème de la non-liberté artistique causée par les attentes du public, par la politisation peut-être de certaines formes d'art. C'est vrai que ça peut véritablement causer une chute de qualité dans certaines œuvres, et ça vaut bien évidemment pour le cinéma aussi, hein. Voilà, j'ai adoré les acteurs. Jeffrey Wright est parfait. Il aurait pour le coup vraiment mérité une nomination au BAFTA du meilleur acteur. Il l'a pour l'Oscar, hein, donc c'est quand même mieux, hein, en soi. C'est très très bien rythmé, ça passe vraiment vite, l'histoire est divertissante du début à la fin. J'ai juste trouvé dommage, c'est un peu comme pour Bayard Rustin, voilà. Un peu dommage la sobriété et la simplicité technique, je trouvais ça dommage. Si le film avait été un peu plus original, un peu plus si le film s'émancipait un peu plus esthétiquement, ça aurait vraiment été un banger. On passe aux films qui sont nommés dans au moins 2 catégories. Alors on commence avec Spider-Man Across the Spider-Verse, réalisé par Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson et Kemp Powers. Je vous en ai déjà parlé dans un point ciné, donc on va pas s'y attarder. Il est nommé dans la catégorie meilleur film d'animation, bien sûr, et dans la catégorie meilleure musique de film pour Daniel Pemberton. On passe du coup au film Toi et moi de Rain Allen Miller, qui est nommé donc dans 2 catégories, meilleure actrice pour Viviane Oparah et meilleur film britannique. On y suit l'histoire de 2 adolescents noirs de la banlieue de Londres qui s'appellent Dom et Yas, qui ont tous les 2 connu une rupture assez récemment. Ils vont se rencontrer par hasard et parler de ça et se rapprocher, etc. etc. C'est un film qui est très court, qui dure 1h23 je crois, qui est disponible sur Disney+, et je vous conseille vraiment de le voir parce que j'ai été très agréablement surpris. Je me disais, voilà, le pitch est d'une simplicité extrême, le film ne dure qu'1h20, voilà, à mon avis ça va être vraiment un film d'une basicité extrême, et c'est pas le cas, enfin oui c'est le cas, mais je l'ai pas ressenti. J'ai vraiment senti un film de qualité en fait, plus qu'un film simple en fait. Les acteurs sont géniaux, Viviane Oparah mérite largement sa nomination, son collègue David Johnson est très très bon aussi. Je les connaissais pas, hein, bien sûr, hein. Mais là pour le coup je suis très content d'avoir vu un film avec eux. J'espère qu'ils feront d'autres choses, hein, peut-être un peu plus reconnues après. Voilà, encore une fois c'est une histoire très simple, les personnages sont très très simples aussi, ce qui se passe voilà, c'est vraiment le mot pour qualifier le film, c'est simple, mais c'est tellement simple, tellement court, tellement carré, j'ai envie de dire, que le film en devient très très bon. Il va pas essayer de se perdre dans des trucs risqués, etc., dans des films de 2h30 et tout, non, pas du tout.
C'est voilà, un film d'1h20, d'une simplicité extrême, et ça rend le film très bon. En plus, c'est drôle, il y a une touche d'humour qui est vraiment efficace. En plus, c'est très bien réalisé. Je connaissais pas la réalisatrice, je pense que c'est une réalisatrice, et elle s'en sort très bien. Maintenant, c'est vrai que c'est tellement simple qu'on va pas se souvenir de ce film, et c'est peut-être un peu le seul truc qu'on peut lui reprocher. Je pense que d'ici quelques mois, j'aurais complètement oublié que j'aurais vu ce film. Là, je le sais, enfin, je m'en souviens parce qu'il y a les BAFTA, mais dès que les BAFTA seront terminés, je pense que je vais vite l'oublier, même si je l'ai vraiment apprécié sur le coup quand j'étais devant. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose pour véritablement se distinguer. C'est un petit peu dommage. On continue avec Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, réalisé par Christopher McQuarrie, qui est donc le 7e opus de la saga Mission Impossible, nommé dans la catégorie meilleur son et meilleurs effets visuels. Donc c'est bien sûr la suite des aventures de Ethan Hunt, qui va cette fois devoir affronter non pas véritablement un méchant humain, mais plutôt une intelligence artificielle qui s'appelle l'entité. Et voilà, je vais pas trop en dire parce que c'est un peu basique, hein, c'est du Mission Impossible. C'est une saga que j'aime énormément, mais pour le coup, je trouve que... Alors, par rapport au classement que j'avais fait une vidéo sur Mission Impossible, j'avais fait un classement. Mon classement a légèrement changé depuis que j'ai du coup revu la saga pour voir ce film-là pour les BAFTA. Et c'est vrai que j'ai l'impression que... alors, il y a eu le début de Mission Impossible qui était vraiment basique et avec pas mal de défauts. Puis il y a eu un pic à Rogue Nation, non pas Rogue Nation, à Protocol Phantom. Puis il y a eu Rogue Nation qui était un petit peu dans le même jus que Protocol Phantom, donc c'est un peu décevant parce que c'est un peu toujours la même chose. Pareil pour Fallout et vraiment pareil pour Dead Reckoning, qui en plus est très long, 2h40 et c'est vraiment trop long quoi. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec un film si long, mais pour moi c'est pas bien rythmé du tout. Je me suis vraiment fait chier parce que le film est vraiment trop long, encore une fois. Maintenant voilà, les grands moyens ont été mis, il y a des idées de mise en scène qui sont folles. Tom Cruise est génial encore une fois dans son rôle, il est complètement timbré, il le sait, il prend des risques inconsidérés et c'est très cool à voir hein, devant la caméra, c'est juste fou, il n'y a que dans ces films là qu'on peut voir ça. Mais j'ai pas aimé les nouveaux personnages, j'ai pas aimé l'histoire, c'est un bon film, enfin c'est pas un mauvais film, mais c'est vraiment, enfin je trouve que c'est pas un très bon film Mission Impossible. Moi qui aime vraiment la saga, là pour le coup j'ai été déçu et encore une fois le film est vraiment trop long quoi. Donc voilà, j'espère que la partie 2 me convaincra plus. On passe au film La couleur pourpre de Sam Blitz Bazawule, nommé dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle pour Danielle Brooks et meilleure actrice pour Fantasia Barrino. C'est donc l'adaptation cinématographique de la pièce de théâtre de Broadway sortie au début des années 2000, qui elle-même est une adaptation du film de Steven Spielberg sorti dans les années 80, qui lui-même est une adaptation du roman du même nom, sorti je ne sais pas quand. On y suit l'histoire de Nettie, qui va être séparée, de Célie, pardon, qui va être séparée de sa sœur Nettie. Je confonds un peu. Voilà, et Célie qui va, à cause de son père, devoir vivre avec un monsieur qui là-bas, qui se fait appeler justement Monsieur, qui est joué par Colman Domingo d'ailleurs, dont on a parlé tantôt. Et voilà, donc elle va être un petit peu renfermée dans une vie qui va pas forcément lui plaire, et ce pendant plusieurs dizaines d'années. Elle va essayer de se sortir de cette situation grâce à quelques personnages qui vont apparaître tout au long du film, dont une chanteuse de blues, ou non, de jazz, je sais plus. J'ai pour le coup bien aimé, je m'attendais à être déçu, mais j'ai bien aimé. Alors, j'aime bien les comédies musicales, vous le savez. Là, pour le coup, ça chante énormément et ça ne sert à rien. Moi, j'aime bien les comédies musicales quand les chansons ont un véritable intérêt scénaristique. Et là, pour le coup, c'était pas le cas. Je veux dire, si t'enlèves toutes les chansons, le film est le même. Et il est même mieux puisqu'il passe plus vite. Puisque c'est vrai que à cause des chansons, le film est vraiment long.
Et c'est vrai que ça aussi, ça peut un peu influer sur l'appréciation du film. Après, ça parle de sujets quand même assez importants et assez intéressants, les violences faites aux femmes, la colonisation, l'esclavagisme, etc., etc. Le racisme banalisé aux États-Unis à l'époque, même si c'est des trucs voilà, qu'on a l'habitude de voir actuellement, ça reste des thématiques que j'aime bien voir, que j'aime bien qu'on rappelle aux gens ce genre de choses. Et voilà, et je trouve ça bien qu'on le fasse. Faut pas trop le faire, parce que sinon ça devient indigeste, mais là, je trouve que c'est fait avec finesse. C'est un film clairement enfin voilà, il y a presque aucun blanc dans le film, c'est purement afro-américain, mais je trouve que c'est fait avec finesse parce que le film ne parle pas exclusivement de ça. Je veux dire, c'est à la base, c'est une comédie musicale qui suit une véritable histoire, et voilà, et c'est très cool. J'ai bien aimé les performances des acteurs, voilà, c'est correct. Est-ce que ça vaut une nomination aux Oscars, au BAFTA? Je sais pas, mais j'ai trouvé ça bon. Juste l'histoire en elle-même qui, à cause des nombreuses chansons, manque peut-être d'un fil conducteur, de quelque chose de concret, de quelque chose de solide. Et ouais, non, c'est un petit peu ça qui... C'est le principal défaut du film, je trouve. On passe au film Past Lives, nos vies d'avant, incroyable. Réalisé par Céline Song, qui est nommé dans 3 catégories. Meilleur film en langue étrangère, c'est-à-dire le coréen. Meilleur scénario original pour Céline Song, qui est également la scénariste du film. Et meilleur acteur pour Teo Yoo. On y suit l'histoire de Nora et de Hae-sung, qui sont 2 enfants de Séoul. Donc on les suit tout d'abord quand ils ont 12 ans. Sauf que Nora, qui à la base ne s'appelle pas Nora, va immigrer au Canada. C'est comme ça qu'elle va adopter le nom de Nora. Donc elle et sa famille vont au Canada, ce qui n'est pas le cas de Hae-sung, qui lui reste en Corée du Sud. Et voilà, donc leur petite amourette de l'enfant prend fin. 12 ans plus tard, ils reprennent contact sans trop de succès. Et 12 ans plus tard, soit 24 ans au total, ils se revoient aux États-Unis, à New York, il me semble, oui, à New York, pour une semaine. J'ai adoré notamment les acteurs. Déjà, Teo Yoo, je trouve qu'il mérite absolument sa nomination. Il parvient, enfin en tout cas, il est parvenu parfaitement à me transmettre des émotions dans une langue que je ne comprends pas et que j'ai pas du tout l'habitude d'entendre, c'est-à-dire le coréen, et je trouve ça vraiment génial. La réalisation aussi, je l'ai trouvé géniale. Pour moi, c'est une vraie réalisation de vrais films, de vraies œuvres du 7e art, c'est-à-dire alors oui, certes, on va forcément raconter une histoire avec un scénario, mais également avec les images, avec comment est-ce qu'on va disposer les différents éléments sur le plan, et je trouve ça vraiment, vraiment top. Et là pour le coup, c'est ce que Céline Song parvient parfaitement à faire, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. C'est ce que devraient faire tous les réalisateurs, mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, alors il y a quelques scènes qui ont peut-être un peu moins d'intérêt, qui sont peut-être un peu moins dynamiques, mais ça n'entrave pas le rythme du film, parce que pour moi, cette poésie coréenne dont seuls eux ont le secret, que ce soit dans leur film ou dans leur série, parvient pour moi à largement compenser et à nous donner un certain intérêt pour des scènes un petit peu plus calmes. Maintenant, pour ce qui est de l'histoire en elle-même, je trouve pas ça crédible du tout. Personne ne perd contact aussi facilement, aussi rapidement, aussi brutalement. Je veux dire, si perso je rencontre quelqu'un et qu'elle se barre au Canada, je vais pas couper les ponts du jour au lendemain, hein, déjà, c'est ce qu'eux ont l'air d'avoir fait. Si 12 ans plus tard je reprends contact avec elle, pareil, ce ne sera pas si brutalement. Je vais pas partir en FaceTime avec elle alors que je l'ai plus vue depuis 12 ans. Et 12 ans après, pareil, ça va pas être aussi brutal, aussi facile qu'eux, et je vais pas considérer une amourette de gamin de 12 ans comme quelque chose d'aussi important et d'aussi intense. Donc voilà, j'ai trouvé quelques éléments un peu pas trop crédibles, et c'est un petit peu dommage, mais pour le reste, voilà, le film est vraiment, vraiment bon, et je vous le conseille. Il est bien sûr, comme la plupart de ces films, encore au cinéma actuellement. On poursuit avec un autre film nommé également dans 3 catégories, celle du meilleur nouveau scénariste, réalisateur ou producteur britannique pour Molly Manning Walker, qui est donc la réalisatrice du film, pour meilleur casting et meilleur film britannique. Je précise que pour meilleur nouveau scénariste, réalisateur, machin, on n'en parlera pas après, parce que j'ai pas vu assez de films pour vous en parler. Je parle bien évidemment du film How to Have Sex, réalisé donc par Molly Manning Walker, dans lequel on suit 3 adolescentes britanniques qui décident de prendre des vacances à 3 dans une île en Grèce pour faire la fête, pour boire, pour déconner, tout ça. Sauf qu'elles sont toutes les 3 vierges, et elles vont se poser des questions sur leur première fois, sur leur vie sexuelle là-bas, puisque bon, c'est vrai que voilà, il y a des jeunes, il y a de l'alcool, etc. Donc
Voilà, je vais pas vous faire un dessin. Alors j'ai pour le coup vraiment pas aimé. C'est dommage parce que c'était vraiment intéressant. Ça aurait vraiment pu, surtout pour certains spectateurs, ça aurait vraiment pu être intéressant de leur montrer ça. Parce que c'est quelque chose qui peut être vraiment important à montrer et à inculquer, j'ai envie de dire. Mais c'est pour le coup assez mal fait. Déjà les acteurs sont vraiment mauvais, je trouve, mais vraiment tous. Je les connaissais pas et j'ai pas envie de les connaître. C'est très basique. On se fait un peu chier malgré que le film soit assez court. Et voilà, il n'y a pas de vrai fil conducteur qui permettrait de véritablement transmettre un message clair aux jeunes, parce que le film il est clairement destiné aux jeunes. C'est juste des gamines qui se bourrent la gueule et qui essaient de baiser ou qui se posent des questions sur est-ce qu'elles vont baiser aujourd'hui ou demain, et c'est vraiment bête quoi. Oui, ça c'est vraiment monotone en fait. Ensuite bon, on a Napoléon qui est nommé dans 4 catégories. Donc Napoléon qui est réalisé par Ridley Scott. On a meilleurs effets visuels, meilleur maquillage et coiffure, meilleur costume, meilleur film britannique. Je ne vais pas vous parler de Napoléon parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo dans un point ciné. Ensuite nous avons Saltburn d'Emerald Fennell. Souvenez-vous d'Emerald Fennell, elle avait réalisé Promising Young Woman dont on avait parlé pour les Oscars 2021. Saltburn est nommé dans 4 catégories aussi. Meilleure musique de film pour Anthony Willis, meilleure actrice dans un second rôle pour Rosamund Pike, meilleur acteur dans un second rôle pour Jacob Elordi et meilleur acteur pour Barry Keoghan. Dans ce film on suit donc le personnage de Barry Keoghan qui s'appelle Oliver, qui est un nouvel élève de Oxford qui peine un peu à s'intégrer. Et il va être aidé par Félix qui est joué par Jacob Elordi, donc qui est voilà, quelqu'un de très fortuné, qui va l'inviter à passer l'été dans sa résidence qui s'appelle Saltburn. Et voilà, et donc c'est un été où il va se passer 2-3 petites choses. Les acteurs sont vraiment top pour le coup, leurs personnages sont très compliqués à jouer, sont très nuancés, voilà, sont très complexes, et pourtant leur performance est vraiment cool. Je suis pas étonné de Barry Keoghan parce que c'est un acteur qui est vraiment bon, mais enfin en général pour le coup Jacob Elordi ça m'a un peu plus surpris. Visuellement j'ai trouvé le film très original aussi. C'est du 1.33, donc du 4 tiers comme on dit vulgairement, avec des couleurs qui sont assez jolies, une photographie simple mais très efficace, vraiment bien travaillée. Pour ce qui est d'Emerald Fennell, donc la réalisatrice, bah rien à dire, hein. C'est une très bonne réalisatrice, derrière la caméra elle assure. Maintenant à l'écriture, parce que c'est elle qui scénarise le film aussi, je suis un peu plus mitigé, et pour moi c'est ce qui va qualifier, pour moi en tout cas, qualifier Saltburn de gâchis, et voilà, un potentiel vraiment gâché. Quelque chose de très prometteur, mais pour moi son scénario était très prometteur avec un thème sympa, mais il y a c'est beaucoup trop déjanté, beaucoup plus que ce que je pensais, et il y a des scènes qui n'ont juste aucun sens et qui sont plus dégoûtantes qu'autre chose, qui servent pas au final pas à grand chose. Enfin elles servent, mais elles sont tellement dérangeantes que je sais pas, je les ai trouvées vraiment trop bizarres, et voilà, et j'ai eu du mal à savoir ce que je regardais. Je me suis dit, enfin même déjà rien qu'en lisant le pitch je savais pas ce sur quoi j'allais tomber, et même en regardant le film, est-ce que je regarde une comédie, est-ce que je regarde un drame, un film d'horreur, et même à la fin je savais toujours pas, ce qui est un peu relou. Donc Saltburn c'est pas un mauvais film, mais il y a quelque chose qui est vraiment gâché, et c'est vraiment dommage parce que ça aurait vraiment pu être un banger, mais pour le coup c'est pas du tout le cas, en tout cas pour moi. Ensuite on a Barbie, bien évidemment, qui est nommée dans, il me semble, 5 catégories, celle des meilleurs costumes, meilleurs décors, meilleur scénario original pour Greta Gerwig qui est la réalisatrice, et Noah Baumbach, je sais pas comment on dit, meilleur acteur dans un second rôle pour Ryan Gosling, et bien évidemment meilleure actrice pour Margot Robbie. Je vous ai déjà parlé de Barbie, on va pas le faire. Et voilà, on va passer à la suite. La suite c'est quoi? C'est Sans jamais nous connaître, ou All of Us Strangers en VO, qui est réalisé par Andrew Haigh, je sais pas comment on dit. Cette fois, ce film est nommé dans 6 catégories, à savoir meilleur casting, meilleur scénario adapté pour Andrew Haigh, qui est donc le scénariste également, meilleure actrice dans un second rôle pour Claire Foy, meilleur acteur dans un second rôle pour Paul Mescal, meilleure réalisation pour Andrew Haigh, et meilleur film britannique. On est à Londres, on suit
donc un scénariste qui s'appelle Adam, qui est très solitaire, qui habite dans un immeuble où il n'y a pas grand monde, et qui peine encore à faire le deuil de ses parents qui sont décédés il y a pas mal de temps lorsqu'il était enfant dans un accident de voiture. Et il me semble que c'est un accident de voiture. Et du jour au lendemain, il va rencontrer un nouveau voisin qui s'appelle Harry. Voilà. Sa rencontre avec Harry va bouleverser ses souvenirs avec ses parents, son deuil, la manière dont il va le faire, etc. Et cette thématique-là est mise en scène de façon extrêmement intéressante puisque après avoir discuté avec Harry, voilà, à l'immeuble, etc., il a l'habitude, Adam, de rentrer de retourner dans son ancienne maison d'enfance et de discuter avec ses parents, qui sont visuellement en tout cas présents en chair et en os, mais bien évidemment dans la vraie vie ce n'est pas le cas puisqu'ils sont décédés. Et bon, voilà, je trouvais ça très intéressant. C'est une manière très métaphorique, très subtile et très belle de mettre en scène le deuil. Voilà, il parle à ses parents comme s'ils étaient encore là, parce que peut-être qu'il n'a pas envie qu'ils soient plus là, peut-être qu'il a encore besoin d'eux, etc. Et c'est vraiment trop touchant. Les acteurs sont très bons, je connaissais personne à part Claire Foy qui joue la reine Elisabeth dans les 2 premières saisons de The Crown, et pour le coup vraiment ils sont vraiment tous bons. Voilà, c'est très très bien réalisé aussi, à ce niveau là il n'y a rien à dire, c'est esthétiquement vraiment agréable. Maintenant c'est long, c'est lent, ça manque clairement de dialogue, c'est vrai qu'on peut très facilement s'embêter devant un film de ce genre, et c'est dommage parce que c'est vraiment très intéressant encore une fois scénaristiquement ce que ça propose, mais voilà, ça aurait peut-être pu être un peu moins, pas forcément un peu moins mélancolique parce que là on touche vraiment aux thématiques même du film, mais un peu moins déprimant et lent quoi. En plus la relation entre Harry et Adam évolue tellement rapidement que pour moi c'est vraiment pas crédible, et c'est pour le coup vraiment dommage. On passe au film Maestro réalisé par Bradley Cooper que vous pouvez voir sur Netflix, qui est nommé dans 7 catégories. 7. À savoir meilleur son, meilleure photographie, meilleur maquillage et coiffure, meilleur scénario original pour Bradley Cooper et Josh Singer, meilleure actrice pour Carey Mulligan, meilleur acteur pour Bradley Cooper, qui vous l'aurez compris joue dans le film, le réalise, le scénarise, et meilleure réalisation donc forcément pour Bradley Cooper encore. Alors c'est une fiction qui se base sur la vie de Leonard Bernstein, qui était un compositeur américain, un chef d'orchestre américain, qui va faire la rencontre de l'actrice Felicia Montealegre, qui est jouée par Carey Mulligan, donc, qui était une actrice costaricienne. Et voilà, donc ils vont tomber amoureux et on va suivre l'évolution de leur carrière à tous les deux, surtout de Leonard Bernstein pour le coup, qui est quand même le personnage principal, via donc cet amour qui va lui aussi évoluer. Donc c'est la 2e réalisation de Bradley Cooper après A Star Is Born en 2018, qui est déjà culte, vous connaissez très très bien ce film, c'était déjà très bien réalisé, mais là pour le coup je trouve qu'il a encore gravi un step, et il y a quelque chose de très intéressant par rapport à sa réalisation tout au long du film, c'est que c'est un film qui va suivre la vie de Leonard Bernstein sur plusieurs dizaines d'années, donc au fur et à mesure que les années avancent, l'image évolue, donc c'est à dire qu'au début c'est dans les années 50 il me semble, c'est du noir et blanc et c'est du 1.33, donc du 4/3. Puis on reste sur du 1.33 mais en couleur, et puis c'est encore de la couleur mais un plan plus étiré. Il me semble que c'est un cadre plus étiré, donc il me semble que c'est sûrement du 1.85, donc du 16/9. Je trouvais ça vachement cool, vachement intéressant. On apprend quand même pas mal de choses sur Leonard Bernstein. Alors c'est une fiction, donc il faut peut-être prendre avec des pincettes ce qui est dit, mais bon, on apprend quand même l'existence de cet homme et ce qu'il a pu faire. De plus, la performance de Bradley Cooper est incroyable, il imite très très bien, je trouve, cet homme. En plus, la prothèse qu'il a est extrêmement convaincante, et c'est pour ça que le film est nommé dans meilleur maquillage et coiffure. Et voilà, vraiment son imitation, son incarnation de Leonard Bernstein est pour moi parfaite. Maintenant, même problème que pour j'ai oublié, pour Sans jamais nous connaître, voilà. C'est long, il y a des scènes qui sont vraiment vraiment lentes, vraiment trop longues. Ça aurait pu être facilement raccourci, et voilà, ça servait à rien de faire des scènes aussi, donc c'est peut-être dû au manque d'expérience de Bradley Cooper derrière la caméra, qui a peut-être envie de raconter des choses avec
avec trop de finesse, mais enfin voilà, ça entrave peut-être un peu le rythme du film et c'est le seul truc que j'ai trouvé vraiment dommage. Pour le reste, c'est un film qui est vraiment très très bon. On continue avec Winter Break. Alors Winter Break, qui est nommé, donc qui est réalisé par Alexander Payne et qui est nommé dans cette catégorie aussi, c'est-à-dire meilleur casting, meilleur scénario original pour David Hemmingson, meilleure actrice dans un second rôle pour Da'Vine Joy Randolph, je pense que ça se prononce ainsi. Meilleur acteur dans un second rôle pour Dominique Cesa, je sais pas. Meilleur acteur pour Paul Giamatti. Et meilleure réalisation pour Alexander Payne et bien sûr, meilleur film. Pourquoi je dis bien sûr? Parce que j'ai adoré. Enfin bref, on est dans une école dans la Nouvelle-Angleterre, donc au nord-est des États-Unis, pendant les vacances de Noël, où forcément tout le monde rentre chez soi, sauf ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour raisons familiales. Et pour ça, il y a un instructeur qui est présent dans l'école pour garder les enfants les élèves pendant les vacances. Cet instructeur donc est joué par Paul Giamatti. Et voilà, et donc on va suivre l'instructeur, la cuisinière et le seul élève qui reste dans l'école. Et c'est juste génial, ça peut paraître un peu long, ça s'étire un peu, le scénario s'étire un peu. Il y a aussi des scènes qui sont un peu à l'eau de rose, dont une scène, je vais pas dire laquelle, sinon ça va spoiler un petit peu, mais voilà, vous savez certainement si vous avez vu le film de quel genre de scène je parlais. Mais j'ai trouvé le film vraiment superbe. Pour moi, ce qui fait la principale force de ce film, c'est les acteurs, vraiment. Que ce soit Paul Giamatti, Da'Vine Joy Randolph, Dominique Cesa, ils sont tous les trois exceptionnels. Mais vraiment, c'est dingue. C'est 3 des meilleures performances que j'ai vues cette année. Et non, ils méritent tous les 3, parce qu'ils sont tous les 3 nommés. Tous les 3, mais amplement, largement leur nomination. Vraiment, j'aurais pas pu faire sans 3 nominations pour ces 3 acteurs. Donc à ce niveau-là, c'est génial. Les personnages sont très intéressants, touchants, attachants, tout ce que vous voulez. Les messages qu'ils portent aussi. Les relations qui évoluent forcément entre eux, parce que ça va être ça le principal fil conducteur du film. C'est très bien fait aussi, c'est très bien écrit, c'est pas trop rapide, forcément, heureusement. En plus c'est drôle, il y a des notes d'humour qui sont vraiment trop efficaces. C'est hyper bien réalisé, j'avais des fois l'impression de voir des plans à la Wes Anderson, avec des couleurs assez singulières et un plan vraiment cadré à la perfection, notamment quand on filme un extérieur, un décor. Et voilà, je trouvais ça vraiment super bon. Et je vous conseille bien sûr d'aller le voir si vous savez aller le voir en salle et encore mieux en VO. Je vous le conseille bien sûr. On poursuit avec un film français. Le film français de l'année forcément, puisque il est nommé à 7 reprises au BAFTA, 5 reprises aux Oscars et 11 reprises au César. Donc c'est un film dont on va beaucoup parler ensemble ces prochaines semaines. C'est le film Anatomie d'une chute de Justine Triet, nommé dans la catégorie meilleur casting, meilleur film en langue étrangère. C'est un film en français, surtout en anglais, mais quand même un peu en français. Meilleur montage, meilleur scénario original pour Justine Triet et Arthur Harari, meilleure actrice pour Sandra Hüller, meilleure réalisation pour Justine Triet et meilleur film. Le pitch est assez simple, on suit Sandra qui est donc une écrivaine allemande qui vit dans les Alpes, dans une maison assez isolée des Alpes avec son mari français qui s'appelle Samuel et leur fils Daniel. Voilà, sauf qu'un jour donc son mari est retrouvé mort devant la maison et forcément la principale suspecte au départ va être Sandra, enfin dès le début va être Sandra, forcément, c'est logique puisque c'était la seule personne présente dans la maison lorsqu'il est mort. Et voilà, et du coup on va suivre l'évolution de l'enquête et l'évolution du procès via Sandra qui va essayer de se défendre et démontrer, convaincre la justice que non, elle n'a pas tué son mari et que c'est soit un suicide, soit un accident. Donc comme je l'ai dit, c'est un pitch, c'est une histoire qui est vraiment simple pour le coup. Ce genre de trucs on les a déjà vus plein de fois dans des films policiers, dans des séries policières, mais ce qui fait la force de ce film, c'est sa crédibilité quoi. C'est que ce soit grâce aux acteurs, grâce à la mise en scène, grâce
l'histoire qui est simple et qui essaie pas de faire dans le grandiose et dans quelque chose qu'on va forcément se souvenir, dont on va forcément se souvenir toute notre vie. C'est simple, les acteurs sont convaincants et donc on y croit. On y croit, mais vraiment, on a vraiment l'impression d'assister à un... Moi, des fois, j'ai eu l'impression d'assister à un vrai procès, mais vraiment. Alors que pas du tout, c'est une fiction. Mais voilà, je voulais vraiment savoir comment le procès allait se finir, allait se conclure, est-ce qu'elle va être coupable ou non, comme si j'assistais à un procès dans la vraie vie, quoi. Et je pense que c'est le principal objectif du film, et c'est vraiment cool. Les deux acteurs que j'ai préférés, c'est Milo Macado-Graner qui joue Daniel, donc c'est le fils de Sandra, et Antoine Reinhardt qui joue le procureur de je sais pas quoi, procureur général du tribunal. Je ne m'y connais pas en lexique de la justice, m'en fous un peu. Pour le coup, les deux, surtout Antoine Reinhardt, mais bon, il a quand même plus d'expérience. Putain, Antoine Reinhardt, mais wesh quoi. Putain quoi, la performance de malade, j'ai jamais vu ça. C'est hyper bien rythmé, là pour le coup c'est vraiment bien écrit, c'est maîtrisé à la perfection, les personnages sont attachants, voilà, on a envie de savoir ce qu'ils vont devenir, surtout forcément Sandra, même si c'est pas forcément le personnage le plus attachant, mais on a envie de savoir parce que forcément le personnage qui pour moi va être le plus attachant c'est Daniel, qui vient de perdre son père et qui risque de perdre sa mère puisqu'elle risque d'aller en prison, et le film va être de plus en plus tourné vers son point de vue à lui. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé génial, hyper intéressant. D'ailleurs, sans lui, la fin n'est pas la même, hein, clairement. C'était pas le procureur général, c'était l'avocat général, Antoine Reinhardt. Lui, les enquêteurs, la présidente, j'ai pas du tout aimé leur personnage, je les ai trouvés pas très crédibles. Après, encore une fois, je me connais pas trop en comment fonctionne ce genre de procédure, mais je les ai trouvés partiaux, pas très objectifs. On les développe un petit peu comme les méchants, ceux qui veulent à tout prix que Sandra aille en prison alors que ils n'étaient pas là quand son mari est mort, donc eux-mêmes ne savent pas ce qui s'est passé, encore heureux. Et donc j'ai trouvé leur personnage bizarre, la manière dont ils agissaient, leur comportement, j'ai trouvé ça dommage. Et ouais, bizarre encore une fois, et je les ai pas aimés. J'ai aimé leur performance, ça y a pas de problème, mais je sais pas, peut-être que la manière dont leurs personnages sont écrits, leur dialogue, entrave, on va dire, encore une fois, j'aime bien utiliser ce mot, je sais pas pourquoi, entrave la crédibilité de leur personnage. Ensuite, on passe au film La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui est nommé dans la catégorie meilleur film en langue étrangère, puisque c'est un film en allemand, meilleur son, meilleur montage, meilleure photographie, meilleur décor, meilleur scénario adapté pour Jonathan Glazer, qui scénarise donc le film, meilleure actrice dans un second rôle pour Sandra Hüller, meilleure réalisation pour Jonathan Glazer, et meilleur film britannique. On y suit le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et sa famille, qui vivent un véritable idylle avec leur maison et leur jardin qui est collé tout simplement au camp d'extermination d'Auschwitz à l'époque donc de l'Allemagne nazie. C'est très intéressant ce contraste forcément entre l'horreur que vivent les juifs au moment même où les nazis eux vivent une idylle juste à côté et n'en ont évidemment rien à branler de ce qui arrive aux juifs de l'autre côté du mur. C'est mis en scène de façon très subtile aussi, très intéressante, parce que au lieu de switcher entre le camp, la maison, le camp, la maison, ce que Jonathan Glazer aurait pu faire, mais bon, c'est pas quelqu'un comme tout, c'est pas un réalisateur comme les autres. Jonathan Glazer, c'est lui qui a réalisé notamment Under the Skin. C'est fait beaucoup plus subtilement. On filme, généralement on est dans la maison de Höss, enfin de Rudolf Höss. C'est ça, hein, ouais. Et on va voir par exemple au loin le camp qui fait... voilà, on voit les cheminées du camp, d'où sortent de la fumée noire, donc on comprend que des juifs sont en train de brûler, des corps juifs sont en train de brûler. On entend des cris aussi. Et on ne montre jamais ce qui se passe dans les camps. Jamais, pas un seul plan. Et j'ai trouvé ça génial, parce que ça met bien en valeur, entre guillemets, ce que le film veut montrer, c'est-à-dire le côté idyllique, on va dire, de la vie des nazis, en tout cas de certains nazis, en tout cas les plus hauts gradés à cette époque, pendant que d'autres crevaient de faim et étaient même torturés, exterminés, etc. Et la manière dont c'est mis en scène, j'ai trouvé ça vraiment, j'allais dire chouette, c'est pas vraiment le terme approprié, mais
vraiment original et très convaincant. Les plans sont vraiment gérés à la perfection hein, par le réalisateur, corps heureux, sinon ça aurait pas du tout donné le même impact. Là encore, comme pour Anatomie d'une chute, on est sur un film qui est très crédible parce que les acteurs parlent allemand, déjà, hein, ça aide quand même, et on développe pas les nazis comme des monstres sanguinaires, comme le font généralement les films qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, mais on les développe comme des humains qui sont des vrais connards dans leur idéologie et dans ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont en train de commettre des véritables atrocités. C'est ce que le film démontre avec la mise en scène, notamment les cris, etc. Ça c'est sûr, mais ça reste des humains. Voilà, c'était le cas, hein. C'était le cas, les nazis étaient des humains comme nous, enfin comme vous et moi, comme les juifs qui étaient en train de brûler juste à côté. Et c'est très intéressant au final de parler de ça parce que, alors évidemment, le film ne victimise pas et n'essaie pas de rendre hommage aux nazis. Pas du tout, mais il humanise les nazis. C'est intéressant de développer des nazis de façon objective, c'est-à-dire des humains, c'est objectif, ce sont des humains, qui ont commis des horreurs. Voilà, c'est ça les nazis en fait. Donc bref, j'ai bien aimé, peut-être que la réalisation est un peu simple, ça bouge pas beaucoup, la caméra, voilà, elle reste fixe. Voilà, j'ai trouvé ça dommage, surtout pour Jonathan Glazer qui est un mec qui a l'habitude de faire bouger la caméra dans tous les sens. C'était le cas avec Under the Skin. Il aime bien, il aime bien les travelling notamment. Et là je trouve qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc ça m'a un peu déçu. Ensuite on a Killers of the Flower Moon, forcément de Martin Scorsese, qui est nommé dans 9 catégories: meilleur casting, meilleure musique de film pour Robbie Robertson, meilleur montage, meilleure photographie, meilleur maquillage et coiffure, meilleur costume, meilleur décor, meilleur acteur dans un second rôle pour Robert De Niro, et meilleur film. J'en ai déjà parlé de Killers of the Flower Moon, donc je vais pas m'attarder dessus. Ensuite on a Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, nommé dans la catégorie meilleure musique de film pour Jerskin Fendrix, meilleurs effets visuels, meilleur montage, meilleure photographie, meilleur maquillage et coiffure, meilleur costume, meilleur décor, meilleur scénario adapté pour Tony McNamara, meilleure actrice pour Emma Stone, meilleur film britannique et meilleur film J'en peux plus, nommé donc dans 11 catégories. On y suit l'aventure de Bella, qui est jouée donc par Emma Stone, qui était une femme, qui a été réanimée, on va dire, par le docteur Baxter, qui est joué par Willem Dafoe, le docteur Goldwyn Baxter, même plus précisément. Donc voilà, qui a trouvé un corps et qui l'a réanimé grâce au cerveau du bébé qui était dans ce corps, puisque c'était une femme enceinte. Et donc voilà, donc il a appelé ce nouvel être, on va dire Bella, et donc Bella qui est donc dans un corps d'adulte, mais avec un cerveau d'enfant, un cerveau qui va donc évoluer assez rapidement. Et voilà, et on va suivre l'innocence de Bella et la manière dont elle va vouloir s'émanciper, s'enfuir. C'est ce qu'elle fait avec Duncan Wedderburn, qui est donc un avocat, qui est joué par Mark Ruffalo. Et donc voilà, on va suivre leur périple et on va suivre la manière dont la perception du monde de Bella va évoluer. Et donc voilà, donc c'est très intéressant, c'est un film qui est surréaliste. Le surréalisme, c'est un mouvement qui est quand même assez rare au cinéma. C'était surtout utilisé dans la peinture, notamment chez Dali, chez Magritte. Et au cinéma, c'est très très rare, et je comprends, parce que c'est quand même vachement singulier, hein. Je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas aimé le film, tellement c'est waouh à regarder quand même. Déjà tu vois des chiens avec des têtes de canard, tu vois Willem Dafoe vomir une petite planète comme une sorte de bulle toutes les 10 minutes, je sais pas pourquoi. D'ailleurs c'est jamais expliqué dans le film il me semble. Voilà, et les décors aussi sont très singuliers. J'avais vraiment l'impression pour le coup de voir une architecture à la Dali. En tout cas c'est ce qu'on a l'habitude de voir dans ses peintures. Les décors, surtout lorsque Bella est à Paris. Là j'ai vraiment remarqué le bâtiment où elle se rend généralement à Paris. Vous savez de quel bâtiment je veux parler. La devanture me fait vraiment penser à des peintures de Dali. Donc non, j'ai trouvé le film vraiment vraiment riche en messages. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça va suivre l'évolution de la perception du monde par Bella, un monde qui on va surtout développer ce monde là comme un monde sexiste, ce qu'il est, hein, clairement. Voilà, ça va parler de l'émancipation féminine, de la prise d'autonomie de Bella. Les acteurs sont géniaux, Emma Stone est parfaite, Mark Ruffalo est incroyable aussi.
La fin est jouissive à mort. Je me suis juste un petit peu ennuyé, encore une fois. Le rythme aurait vraiment pu être optimisé, mais voilà, c'était pas non plus si dérangeant que ça. Et j'ai vraiment bien aimé le film, c'était une bonne surprise. Pour ce qui est du film le plus nommé au BAFTA 2024, il s'agit d'Oppenheimer de Christopher Nolan, dont je vous ai déjà parlé dans un point ciné, donc je ne vais pas m'y attarder. Je vais juste passer en revue les 13 catégories dont il est, où il est nommé. Donc on a meilleure musique de film pour Ludwig Göransson, meilleur son, meilleur montage, meilleure photographie, meilleur maquillage et coiffure, meilleur costume, meilleur décor, meilleur scénario adapté pour Christopher Nolan, meilleure actrice dans un second rôle pour Emily Blunt, meilleur acteur dans un second rôle pour Robert Downey Jr., meilleur acteur pour Cillian Murphy, meilleure réalisation pour Christopher Nolan et bien entendu, meilleur film. Voilà, j'ai passé en revue les 26 films, je vous mets ici mon classement personnel de ces 26 films et on va donc passer forcément aux catégories, mes choix personnels concernant les lauréats de ces catégories et mes prédictions sur qui va gagner, qui risque de gagner. Il y a 20 catégories, je vais vous parler de 20 catégories, donc pas toutes. Par exemple, les catégories sur les documentaires, j'en parle pas. Parce que voilà, j'estime que pour pouvoir donner mon avis sur une catégorie, il faut que j'ai vu au moins 3 films qui sont concernés. Meilleur casting, donc on a Sans jamais nous connaître, Anatomie d'une chute, Winter Break, How to Have Sex et Killers of the Flower Moon. Personnellement, je donnerai mon Oscar à Killers of the Flower Moon, casting de malade. Voilà, quand même 2 des meilleurs acteurs de l'histoire du cinéma, plus une actrice native américaine, amérindienne, qui joue un personnage natif américain, c'est quand même très cool. Donc non, j'ai adoré ce casting. Je pense qu'ils vont le donner à Winter Break. Pour le coup, j'ai hésité entre Killers of the Flower Moon et Winter Break, puisque Winter Break, voilà, les 3 acteurs sont extraordinaires et non, pour moi le choix des acteurs est parfait et ils sont tous les trois proposent des performances magnifiques. Donc voilà, Winter Break mériterait pour le coup. Ensuite, meilleur film d'animation, on a Le Garçon et le Héron, Chicken Run, La Menace Nuggets, que j'ai donc pas vu, Élémentaire et Spider-Man Across the Spider-Verse. Personnellement, je donnerai à Spider-Man Across the Spider-Verse, mais je pense qu'il va aller au Garçon et au Héron, enfin Le Garçon et le Héron, tout simplement parce que je pense que je sais pas si Spider-Man Into the Spider-Verse l'a gagné, mais comme il a pas mal été récompensé il y a quelques années, je pense pas qu'ils feront de même pour le deuxième opus. Et comme ça fait longtemps qu'on n'a plus vu un Miyazaki au BAFTA ou aux Oscars, je pense qu'ils vont en profiter pour récompenser Le Garçon et le Héron, peut-être pour l'intégralité surtout de la carrière de Miyazaki. Ensuite, on a meilleur film en langue étrangère, on a 20 Days in Mariupol en ukrainien, Anatomie d'une chute en français, Past Lives en coréen, Le Cercle des Neiges en espagnol et La Zone d'intérêt en allemand. Désolé, la caméra bougeait, c'est ma faute. Je pense sans trop de surprise, voilà, que je donne mon Oscar, enfin mon BAFTA plutôt à Anatomie d'une chute et je pense que c'est lui qui va gagner parce que voilà, c'est un des films les plus nommés en général de la cérémonie et en plus il est nommé aux Oscars, voilà, c'est un des films de l'année et je vois aucun des 4 autres films le devancer, en tout cas surtout pas dans cette catégorie là. S'il y a bien un BAFTA qu'il doit à tout prix gagner, c'est forcément celui-là. Ensuite, meilleure musique de film, nous avons Robbie Robertson pour Killers of the Flower Moon, Ludwig Göransson pour Oppenheimer, Jerskin Fendrix pour Pauvre Créature, Anthony Willis pour Saltburn et Spider-Man Across the Daniel Pemberton pour Spider-Man Across the Spider-Verse. Je le donnerai à Oppenheimer, j'ai adoré les musiques de ce film, elles me sont restées en tête. Je pense qu'ils vont le donner à Anthony Willis pour Saltburn, simple intuition, je pense que comme c'est un film britannique, il va peut-être ramasser quelques récompenses et là pour le coup ça peut être crédible qu'il gagne cette récompense là puisque les musiques sont quand même sympas. Ensuite, meilleur son, nous avons Ferrari, Maestro, Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, Oppenheimer et La Zone d'intérêt. Je le donne à Oppenheimer, je pense qu'ils vont le donner à Oppenheimer, je vois pas ce que Ferrari, Maestro, Mission Impossible ou La Zone d'intérêt pourrait, enfin en quoi il pourrait vraiment gagner. Pour le coup, Oppenheimer, il y a une utilisation du son qui est un peu plus intéressante, donc non, je pense que c'est lui qui gagnera. Ensuite, meilleurs effets visuels, nous avons The Creator, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, Napoléon et Pauvre Créature. Je le donne à Pauvre Créature.
largement. Pour les petits animaux, voilà, le chien tête de canard par exemple, ou la couleur du ciel qui est souvent magnifique, et ça se voit que c'est des effets visuels forcément. J'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et pour le coup, Napoléon, je vois pas ce qu'il fait là. Mission Impossible, pareil, je vois pas ce qu'il fait là. Gardien de la Galaxie, c'est basique, c'est Marvel, c'est bien fait, mais c'est Marvel. Et The Creator, c'est bien fait, mais si vous vous souvenez de ce que j'avais dit sur The Creator, ça va pas assez loin dans le délire, et ça reste dans quelque chose qu'on a déjà vu. Donc c'est assez décevant. Donc non, mais je pense qu'ils vont le donner à The Creator, honnêtement. Je sais pas pourquoi. Intuition, je pense pas qu'ils le donneront à un Marvel. Pour Mission Impossible et Napoléon, ça me semble impossible, pour le coup. Et Pauvre Créature, je sais pas. Je pense pas qu'ils lui donneront. Parce que je pense pas que des têtes de canard sur des chiens ou l'inverse leur suffirait. Je pense qu'ils vont le donner à The Creator, ce serait dommage, hein, mais je pense que ça va se passer comme ça. Ensuite, on a meilleur montage. Donc nous avons Anatomie d'une chute, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Pauvre Créature et La Zone d'intérêt. Je le donne à Killers of the Flower Moon, qui m'a quand même tenu en haleine du début à la fin, alors que c'est un film de 3h30. Donc je pense que le montage il est quand même pour quelque chose. J'ai adoré celui de Anatomie d'une chute aussi. Je pense d'ailleurs que c'est lui qui va repartir avec la récompense. Pourquoi? Parce que je pense déjà que Killers of the Flower Moon sera le film snobé de la cérémonie, comme pour les Oscars d'ailleurs. Et je vois pas les trois autres gagner. Donc je pense que c'est Anatomie d'une chute qui le gagnera. Pour le coup, il le mériterait. Ensuite, je vais essayer de faire vite parce que j'ai déjà plus d'1 heure de rush, ça va être galère. Meilleure photographie, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Pauvre Créature, La Zone d'intérêt. Je le donne à Killers of the Flower Moon. Voilà, sans trop de surprise. Si vous avez vu ce que j'ai dit dessus, vous n'êtes pas trop surpris. Mais je pense que ça ira à Maestro. Peut-être pour l'utilisation du noir et blanc et de la couleur dans un même film. Ensuite, meilleur maquillage et coiffure, Killers of the Flower Moon, Maestro, Napoléon, Oppenheimer, Pauvre Créature. Je le donne à Maestro pour la prothèse de Bradley Cooper. Mais je pense qu'il ira à Oppenheimer. Intuition. Voilà, je le mériterai pas, hein, mais je sais pas, c'est l'intuition, je pense qu'ils vont lui donner. Ensuite, meilleur costume, nous avons Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoléon, Oppenheimer et Pauvre Créature. Je donne à Napoléon et je pense qu'il ira à Napoléon. Je vois aucun autre film gagner. Barbie, c'est assez simple, hein, c'est juste du rose. Killers of the Flower Moon, c'est simple. Oppenheimer aussi, et Pauvre Créature, c'est moins simple, mais pour le coup, Napoléon, voilà, je trouve que c'est très réaliste, c'est des costumes d'époque, donc je pense qu'il mériterait et je lui donnerai personnellement. Pour les meilleurs décors, nous avons Barbie, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Pauvre Créature et La Zone d'intérêt. Je le donne à Pauvre Créature pour le surréalisme de Dali. Et je pense qu'il ira à Pauvre Créature, parce que s'il y a vraiment un truc qu'il doit gagner pour le coup, c'est vraiment pour les décors, qui sont d'une singularité et d'une beauté, c'est dingue quoi. Pour les autres, c'est des décors qui sont pour le coup beaucoup plus basiques. Sauf pour Barbie, mais si vraiment Barbie gagne... merde quoi. Ensuite, meilleur scénario original, on a Justine Triet et Arthur Harari pour Anatomie d'une chute, Greta Gerwig et Noah Baumbach pour Barbie, David Hemmingson pour Winter Break, Bradley Cooper et Josh Singer pour Maestro et Céline Song pour Past Lives. Je le donne à Barbie parce que quand même partir d'une poupée et nous sortir un scénario avec des messages, avec des vrais thèmes et quelque chose de divertissant, ça devait pas être évident. Pour le coup, Anatomie d'une chute, comme j'ai dit, c'est un scénario qui est assez simple. Winter Break pareil, et Maestro, je trouve que ça reste simple au final, ça l'est moins, mais voilà, je pense pas que ça mérite une récompense ainsi. Je pense pour le coup que la récompense ira à Past Lives, qui est assez simple aussi, mais voilà, encore une fois, peut-être une intuition, je le vois bien gagner. Ensuite, forcément, après meilleur scénario original, meilleur scénario adapté, nous avons Andrew Haigh pour Sans jamais nous connaître, Cord Jefferson pour American Fiction, Christopher Nolan pour Oppenheimer, Tony McNamara pour Pauvre Créature et Jonathan Glazer pour La Zone d'intérêt. Je le donne à Cord Jefferson parce que j'ai adoré le scénario d'American Fiction. Ce que le film a raconté, je trouvais ça très intéressant. Mais je pense qu'il ira à Tony McNamara pour Pauvre Créature, parce que c'est une histoire qui est tellement ouf, tellement singulière que je pense que voilà, il partira avec. Ensuite, on a meilleure actrice dans un second rôle. On a donc Emily Blunt pour Oppenheimer, Danielle Brooks pour La couleur pourpre, Claire Foy pour Sans jamais nous connaître, Sandra Hüller pour La zone d'intérêt, Rosamund Pike pour Saltburn et Devine Joy Randolph pour Winter Break. Sans trop de surprise. Voilà, ça ira à Devine Joy Randolph. Je lui donne bien évidemment mon BAFTA. Les autres n'ont rien à faire là, elle est parfaite. Meilleur acteur dans un second rôle, Robert De Niro pour Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. pour Oppenheimer, Jacob Elordi pour Saltburn, Ryan Gosling pour Barbie, Paul Mescal pour Sans jamais nous connaître et Dominique Sessa pour Winter Break. Je donne, vous le savez,
à Dominique Sessa, mais ça ira à Paul Mescal parce que acteur britannique et il faut bien récompenser le film quand même puisque c'est un film britannique. Ensuite, meilleure actrice, Fantasia Barrino, La couleur pourpre, Sandra Hüller, Anatomie d'une chute, Carey Mulligan, Maestro, Viviane Oparah, Toi et moi, Margot Robbie, Barbie, Emma Stone, Pauvre créature. Ça ira évidemment à Emma Stone, sinon c'est un scandale. En tout cas, je veux qu'elle le gagne et elle le gagnera sans trop de problème, je pense. Meilleur acteur, on a Bradley Cooper pour Maestro, Coleman Domingo pour Bayard Rustin, Paul Giamatti pour Winter Break, Barry Keoghan pour Saltburn, Cillian Murphy pour Oppenheimer et Theo Yu pour Past Lives. Je le donne à Paul Giamatti, donc pour moi les 3 de Winter Break doivent gagner, mais je pense que ça ira à Barry Keoghan pour Saltburn. Intuition. Voilà, ce sera soit Cillian Murphy. Si c'est Cillian Murphy, franchement, alors il est bon, hein, mais pour le coup, Theo Yu par exemple le mériterait beaucoup plus. Ensuite, on a meilleure réalisation, donc on a bientôt fini. Andrew Haigh pour Sans jamais nous connaître, Justine Triet pour Anatomie d'une chute, Alexander Payne pour Winter Break, Bradley Cooper pour Maestro, Christopher Nolan pour Oppenheimer et Jonathan Glazer pour La zone d'intérêt. Évidemment, je veux que ce soit Christopher Nolan. Et ça ira à Christopher Nolan, c'est une évidence. Ceux qui n'ont toujours pas compris ça, faut consulter. Ensuite, on a meilleur film britannique, Sans jamais nous connaître, How to Have Sex, Napoléon, The Old Oak que je n'ai pas vu, Pauvre créature, Toi et moi, Saltburn, Scraper que je n'ai pas vu, Wonka et La zone d'intérêt. Je le donne à Pauvre créature, honnêtement, c'est le film que j'ai préféré, tout simplement dans ceux-là. Mais je pense que ça ira à Saltburn. Ce sera soit de Pauvre créature, soit de Saltburn, en tout cas ça c'est à peu près sûr. Peut-être Sans jamais nous connaître, mais j'y crois pas trop. Et enfin, pour la dernière catégorie la plus importante, celle du meilleur film, nous avons Anatomie d'une chute, Winter Break, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer et Pauvre créature. Ça va aller très vite, hein. Le film que j'ai préféré, c'est Killers of the Flower Moon, mais il est évident que ça ira à Oppenheimer. Voici donc mon palmarès personnel des BAFTA 2024 et le palmarès que je prédis pour les BAFTA 2024. Voilà, bien sûr, je ne prends en compte forcément pour ces deux listes uniquement les 20 catégories dont j'ai parlé. Voilà, c'est la fin, j'en peux plus. Le tournage a été très long, très éprouvant. Je me suis quand même tapé 26 films et je ne sais combien de feuilles de notes pour vous pondre une vidéo quand même pas mal. Je ne sais pas si je ferai un live pendant la cérémonie, je pense pas honnêtement, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on se retrouvera pour le débrief après et on parlera des résultats. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce sur les réseaux, abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette liste, de cette sélection, de ma vidéo, bref, ce que vous voulez, je m'en fous. On se retrouve après la cérémonie ou alors peut-être avant la cérémonie, on parlera peut-être des Césars, je sais pas trop quand, je sais pas, je connais pas l'heure des vidéos, on verra. Mais on se retrouve bientôt pour parler d'une des cérémonies. D'ici là, je vous dis à très bientôt, salut.